votre nom et le nom de votre organisation. Si vous avez suffisamment de crédit, veuillez allumer votre vidéo. Veuillez également éteindre votre micro, à moins qu'on vous donne la parole. Nous avons l'interprétation français-anglais. Veuillez cliquer sur le bouton pour choisir la langue de votre préférence. Sinon, on va vous demander de désactiver votre micro. Pour la transcription, vous pouvez cliquer et choisir et puis sous-titres, cliquez encore et cachez le sous-titre. Et pour les questions, le chat, vous pouvez utiliser le chat pour toutes questions, commentaires. Et vous pouvez contacter également l'équipe technique si vous avez des problèmes techniques. Oui. Et pour l'enregistrement, cette session va être enregistrée et votre présence également va être enregistrée. Après cela, les enregistrements vont vous être diffusés. Pour obtenir un certificat, vous allez compléter une évaluation et le lien va vous être donné, fourni au niveau du chat. Afron va également faire la présence et puis recevoir vos questions, commentaires et toutes réponses. Et ces données vont être stockées. On va les utiliser pour les rapports, pour évaluation, assurance qualité, les nouvelles initiatives. Merci beaucoup. Et sur l'ordre du jour, nous avons le présentateur, peut-être après le discours liminaire. Et à ce moment-là, je vais donner la parole au docteur Makayamba Afron RDC qui va nous donner le discours liminaire. Après cela, nous aurons le docteur Diabel qui va continuer au nom du consortium. Docteur Marc, vous avez la parole. Merci beaucoup, Angela, pour m'avoir donné la parole. Salut tout le monde. You're welcome. Et c'est avec grand honneur et plaisir de vous accueillir à cette communauté de pratiques virtuelles Afro-One. Et nous allons discuter Ebola. Et c'est la première session et nous espérons en avoir beaucoup plus. Et des gens participants venant de nos communautés d'Afro-One vont pouvoir présenter concernant l'image au niveau de leur pays. Et nous devons tous nous préparer pour apprendre tant que groupe de travail multidisciplinaire. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, Afro-One est un réseau des universités et les institutions de l'enseignement supérieur dans 9 pays d'Afrique. Alors, vous faites partie d'un réseau très important qui promouvoit l'approche One Health. Nous sommes très heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Je tiens à remercier nos collègues du consortium global qui nous ont soutenus dans cette activité. Je parle de l'équipe ECO, Vicop, Diabel, Mary, de l'équipe globale, et puis le secrétariat régional, Christine, et tous nos collègues au niveau du secrétariat. Et merci beaucoup, Angela, d'avoir coordonné ces efforts pour cette première session. Nous sommes très heureux que ça arrive enfin. Merci les présentateurs qui vont nous donner leur temps, partager leurs expériences et les connaissances. Merci beaucoup. Nous espérons que vous allez bien vous amuser, apprendre et partager ce que vous connaissez au niveau du chat. Et je suis très content que vous êtes ici. Je vous souhaite une session fructueuse. Merci beaucoup. Merci pour ces remarques, Dr. Mac Yamba. J'ai saisi cette occasion pour inviter Diabel de l'Université de Californie au niveau du consortium global. Il va donner ses remarques et après cela, nous allons continuer avec l'ordre du jour. Soyez le bienvenu. Est-ce que vous m'entendez bien? M'entendez? Salut, Angela, vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien. Soyez les bienvenus tout le monde. Merci Marc pour ces bonnes remarques. Marco a dit que c'est la toute première session éco et je pense que c'est la meilleure cette année. Il y a 4 ans, au niveau de One Health Project, qui est financé par les États-Unis, nous avons déjà financé plusieurs projets sur le COVID-19. Et maintenant que l'épidémie, la COVID-19 a baissé, nous avons pensé à avoir cette communauté de pratique pour essayer d'aborder tous les défis connexes, y compris l'Ebola. Et au niveau de nos filiales de One Approach, nous travaillons pour rendre le monde plus pacifique pour nos enfants. Soyez les bienvenus, tout le monde, francophones, anglophones. Nous avons les interprètes, vous pouvez vous exprimer dans votre langue. Donc, nous sommes ici pour partager et parler de beaucoup de choses. Et nous espérons que cette session va être fructueuse. Merci beaucoup tout le monde. Merci l'équipe qui a organisé cette session. Et nous espérons que vous allez vous amuser lors de cette session. Merci. Merci beaucoup, Jabel, pour ces très bonnes remarques. Chers collègues et chers participants, j'ai saisi cette occasion pour donner la parole à M. Justin Okello. Angela, je vous ai perdu. Je m'excuse. Je vais donner la parole à Justin Okello qui va nous parler sur un cas concernant la maladie d'Ebola. Il a une licence au niveau des études biomédicales. Il a une riche expérience au niveau de One Health. Il a participé dans la prévention de plusieurs épidémies. Donc, il va nous parler de son cas. Et après cela, nous allons écouter l'expert à la matière pour savoir comment nous pouvons aborder des questions émergentes en nous basant sur la présentation du cas. Donc, l'étude de cas se base sur la maladie d'Ebola. Pour parler sur les maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Justine, est-ce que vous êtes là? Justine, vous êtes là? Oui, je suis là, Angela. Bonsoir, d'Ouganda. Je suis là. Vous pouvez projeter votre présentation. On vous donne 45 minutes et il y aura aussi une session questions-réponses. À vous la parole. J'espère que vous voyez mon écran très clairement. Encore une fois, bonsoir. Je m'appelle Justin Okello. Comme Angela vient de me présenter, je suis associé chercheur au niveau de la faculté de médecine et biosécurité à l'Université de Makerere. J'ai une licence, je suis titulaire d'une licence biomédicale, mais je viens également de terminer mes études de maîtrise. Et bientôt, je vais m'inscrire pour le doctorat. Ce soir, nous allons partager quelque chose sur l'épidémie d'Ebola avec une étude de cas sur la réponse contre cette épidémie. Pour commencer, Ebola, cette maladie
hémorragique très rare, mais ça peut être grave et dangereux par des humains. Donc, c'est là propagé entre les humains, mais aussi Ebola a un taux de fatalité de 50%, mais durant les cas qui ont lieu en Ouganda, on est passé de 25 à 90%. Cas typiques avec les symptômes, signes de maladie, maux de tête, ainsi de suite. Évidemment, pour continuer, l'Ouganda est l'un des pays qui sont agricoles en Afrique orientale. C'est un pays enclavé avec une population de 44 millions à peu près. Et aussi avec la densité de 229 km. Comme je vous ai dit avant, cette épidémie, l'Ouganda a déjà connu aussi des épidémies, le plus grave étant celle de 2022 dans le district de Ondibudjo-Goulou et la plus récente dans le district de Mobende. Et évidemment, pour continuer à expliquer la première épidémie a eu lieu en 2000 dans le district de Goulou, au nord de l'Ouganda. On a connu un taux de mortalité qui était très élevé. Et puis, les personnes affectées étaient les travailleurs de santé. Et toute la population était touchée. Heureusement, dans le district de Mobende, cette épidémie qui a duré 140 jours était responsable d'à peu près 140 cas, dont 40 étaient les décès. Cette épidémie a un impact, les implications, les conséquences graves, par exemple, de perte des produits et puis l'insécurité alimentaire, le chômage, ainsi de suite. L'épidémie la plus récente dans le district en Ouganda a commencé au mois de septembre 2022 où un patient a voyagé d'un pays voisin présentant les signes et symptômes, y compris maux de tête, et puis diarrhée, et puis il a été amené chez le sorcier dans le milieu où il vivait. Et évidemment, le traditionnaliste les a renvoyés, c'est-à-dire le patient avec les poches aux structures de santé. On a fait des échantillons et pris des échantillons et on a fait le dépistage. Et évidemment, au niveau de la structure de santé, ça a été documenté que le travailleur de santé a soutenu ce patient sans équipement de sécurité et malheureusement, dans 3 heures, ce patient est décédé. Et les échantillons qui avaient été amenés au laboratoire ont trouvé que cette personne était positive de cette épidémie. Les résultats ont été renvoyés à la structure de santé responsable de santé au niveau des districts et toutes les autorités ont été notifiées. Et en plus, le commissaire de district responsable de santé a envoyé la communication au niveau de la ministère de santé, du ministère de santé, le ministère de la santé a envoyé une équipe oui, dont la ministre et puis
on a déclaré cette épidémie en Ouganda. Cela a été suivi par une équipe de réponse. À ce moment-là, la question qu'on se pose, comment est-ce qu'on doit communiquer une épidémie? Comment est-ce qu'on doit déclarer cette épidémie? Qui doit être impliqué au niveau du communiqué et dans tout processus nécessaire pour répondre à cette épidémie? L'équipe qui a été constituée par le ministère de la Santé est arrivée au niveau des districts et avec en tête le responsable sanitaire au niveau des districts qui leur a donné la mise à jour concernant cette maladie. Et au niveau des ménages affectés, les communautés les a rejetés et puis ils étaient stigmatisés parce qu'on disait que toute la famille était responsable de la propagation de cette maladie infectieuse. Au niveau des districts, on a demandé le soutien pour mener la recherche afin de confirmer la cause de cette épidémie d'Ebola. Donc, l'équipe de réponse qui a été constituée n'a pas été suffisante pour apporter la réponse à la demande présentée par le district ainsi que la communauté affectée. L'équipe a été recomposée alors qu'ils étaient sur le terrain. Une équipe a été envoyée, y compris les parties prenantes et les universités, pour voir comment on peut résoudre le problème de cette épidémie. Évidemment, le gouvernement ougandais et d'autres partenaires internationaux, y compris le MS, l'UNICEF ont mis sur pied les mesures préventives, y compris se laver les mains avec le savon, l'eau, et puis salubrité, et puis, mais aussi faire la lessive et la vaisselle régulièrement. Et évidemment, le gouvernement a organisé l'éducation civique, mais en plus, le gouvernement a fait de son mieux pour créer des centres d'isolement, mais aussi a déclaré un confinement. Mais aussi, on se demande quelles seraient les barrières importantes concernant la mise en œuvre de ces interventions qui avaient été envisagées. Et comment est-ce qu'on peut déclarer ces enquêtes complètes? Merci beaucoup, chers participants, chers parties prenantes, et à vous, Madame la Présidente. Excellente présentation, Monsieur Justin. Merci beaucoup d'avoir exposé ce cas. Et chers participants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question de clarification? Est-ce que le cas était clair? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous voulez solliciter la clarification? Et nous avons 5 minutes pour cela. Rogers Wambi, sur Rogers Wambi. Merci beaucoup, Angela. Merci, Justin, pour cette présentation excellente. Peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas compris. On va revenir au début dans la première diapositive, parce qu'avant, Ebola faisait partie des maladies hémorragiques, mais maintenant je vois que on l'appelle la maladie virale d'Ebola. Je ne sais pas ce qui a provoqué ce changement-là. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez expliquer, Justin? Vous voulez expliquer à Justine, à Rogers et aux participants
Il y a également M. Philippe Nguere. Merci beaucoup pour cette présentation concise. Je voudrais solliciter la clarification. On nous a dit que d'abord, le patient a consulté le additionnaliste. Je me demande pourquoi le patient a dû consulter le laboriste. Et c'est l'habitude, ou bien au niveau de la structure de santé, on n'avait pas de moyens. Et puis, le laboriste a renvoyé ce patient au niveau de la structure de santé. Est-ce que la baliste a fait quelques mesures? Est-ce qu'il avait soigné l'homme malade avant de l'envoyer au niveau de la structure? Est-ce qu'il le fait d'habitude ou bien on les a sensibilisés qu'une fois ils soupçonnent des maladies graves ou bien pour quelqu'un qui présente tel symptôme doit être renvoyé à la structure de santé la plus proche. Merci beaucoup pour ces commentaires importants. Je vais donner la parole à la dernière personne. Et après cela, nous allons demander aux participants d'y répondre ou bien à l'intervenant. Nous allons demander à l'intervenant ou aux participants de répondre à ces questions. Monsieur Gouma Williams, on vous a donné la parole. Monsieur Gouma Williams, vous êtes là? Bonsoir. Ma question porte sur le cas d'index. Les 6 dernières épidémies d'Ebola en Ouganda impliquent la non-identification de la source d'infection. Et maintenant, la question que je pose est celle-ci. Comment est-ce que nous pouvons renforcer la capacité pour trouver des sources d'infection de telles maladies, parce que c'est ça qui peut nous aider à lutter contre d'autres épidémies dans l'avenir. Merci, William. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les participants qui aimerait donner la réponse pour expliquer pourquoi Ebola n'est plus décrit comme une maladie hémorragique, mais plutôt virale? Merci, chers membres. Pour commencer, maladie virale d'Ebola, il s'agit des infections causées par un groupe de virus, mais aussi pour essayer de suivre le cas d'index. Différentes communautés disposent de pratiques différentes. Alors, vers septembre 2022, il y avait déjà les décès dans les communautés au niveau du district X. Malheureusement, au moment où on a identifié cette épidémie, il y avait déjà eu plusieurs décès. Donc,
l'identification du cas d'index pour le lier avec ce qui s'est passé chez Laboriste était dû au soupçon de la maladie virale d'Ebola. À vous, Angela. Angela, vous êtes là? Oui, je suis là, Christine. Allez-y, Angela. Merci beaucoup, Justin, pour cette bonne réponse. Je vais demander à SMI de résumer toutes les questions et plus tard, il va nous faire une présentation sur lié à ce que l'intervenant vient de nous exposer. Daniel dispose d'une maîtrise en santé publique. Il a terminé ses études dans les épidémiologies avancées. Il a mené la recherche sur plusieurs épidémies et actuellement, il est coordinateur au niveau de la faculté de médecine. Il a été au centre du travail effectué par l'équipe Réponse. Je vais allumer ma vidéo. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Oui, nous vous entendons très bien. Merci. Ainsi, je voulais répondre aux questions réitérées. Merci beaucoup, Justin, pour cette bonne présentation. Mais il y a des choses que j'aimerais souligner, des choses qu'on devrait souligner dès le départ. Première chose, c'est les conséquences ce dont on n'a pas parlé, c'est l'impact sur le commerce. Nous sommes tous là dans cette lutte pour mettre en œuvre le cadre de la santé au niveau international, au niveau des pays partenaires, pour que chaque pays s'engage à prévenir les pandémies des maladies de leur pays afin de ne pas donc interrompre le commerce. Donc, nous avons vu pendant le Covid les problèmes au niveau commercial pour Ebola, l'Ouganda, beaucoup donc de touristes qui viennent voir, mais pendant l'épidémie d'Ebola, on a perdu 80% de nos touristes. Donc, c'est très important pour les personnes de savoir que ces maladies peuvent donc, il dépasse la cause de décès, mais il y a beaucoup d'autres ramifications en termes de commerce. Et autre chose, c'est la question qui a été posée par la personne qui a présenté l'étude de cas concernant l'équipe au niveau de réponse. Une fois, il y a des épidémies, par exemple, fièvre hémorragique, si c'est détecté, normalement, le ministère de la Santé fait une évaluation. Cette fois-ci, celui-ci était un cas confirmé. Une équipe est envoyée sur le terrain et cela basé sur les évaluations initiales. Et je pensais que c'est un seul cas. Et les épidémies avant cela, c'était en 2018 où on a eu 4 cas d'Ebola
et à cause donc de nos voisinages avec le Congo et tous les cas ont été donc identifiés et ont été rapatriés. Donc, les gens venaient du Congo, donc on les a rapatriés au Congo et on n'a pas eu de problème en Ouganda. Donc, l'évaluation initiale est cruciale. Lorsque donc l'équipe est allée sur le terrain, on s'est rendu compte qu'on était en retard de 2 mois. Si vous avez 2 semaines de retard, beaucoup de gens sont déjà infectés. Donc, les ressources humaines, il fallait beaucoup plus d'équipes à déployer. Merci, Angela. Donc, l'autre chose, c'est qu'à quel moment donc une épidémie est déclarée 42 jours après le dernier cas. Donc, ça, c'est 2 périodes d'incubation pour le cas de William et le cas de Robert et des arboristes. Je vais en parler lors de ma présentation, si vous permettez que je présente, que je partage ma présentation avec vous. Vous pouvez toujours poser les questions si vous pensez que je suis très rapide. Donc, je ne vais pas me représenter parce qu'Angela a déjà fait ce travail. Je m'appelle tout simplement Daniel Orienne. Actuellement, je travaille au ministère de la Santé avec Bella Uganda. Donc, je travaille au ministère de la Santé et je suis responsable de la coordination au niveau national et épidémiologiste de formation. Et pour tout ce qui est didactique, c'est le trajet le parcours donc d'Ebola depuis la dernière épidémie. Mais avant de commencer, je voudrais simplement surtout expliquer aux gens qui nous viennent pour la première fois. On sait que Ebola c'est une maladie zoonotique et ce sont donc des maladies qui peuvent sauter du côté animalier au côté humain. Et donc, pour cela, il est très important de savoir, de maîtriser le cycle. Donc, le virus nous vient à différentes étapes. Nous avons ce cycle. Donc, vous voyez comment l'Ebola circule parmi les chauves-souris et il y a des réserves où ça se fait. Donc, on a déjà étudié comment ça se passe au niveau des chauves-souris pour nos études. Ebola, il y a 5 donc, espèces, donc Zaïre, Soudan, Bundibugyo, le virus Bundibugyo, et puis nous savons que les virus Ebola de Soudan et de Bundibugyo sont les plus dangereux au niveau des humains. Et il est aussi important de savoir que ces virus viennent chez les humains une fois il y a interaction avec ces animaux déjà infectés avec le virus Ebola. Une fois il y a un premier cas humain, là, ça rejoint donc dans la catégorie humaine après avoir mangé les viandes de ces animaux. Alors, vous m'avez demandé pourquoi on n'a toujours pas le premier cas d'indice si nous n'avons pas de système de surveillance. Cela nous devient très difficile donc déterminer le premier cas. Au moment où on commence à traiter, on est à la 3e génération et les gens qui sont décédés, ils ne vont pas nous donner leur expérience parce qu'ils sont déjà morts. Et donc en Ouganda, on a eu une épidémie flambée en 2018 et on connaît la première personne qui est venue en Ouganda et on n'a pas eu de transmission secondaire chez les Ougandais parce qu'on a dépisté cela de manière précoce. Donc, alors, qu'est-ce qu'on retient de ce diapo s'il y a des interactions
accrues entre les humains et les animaux vont donc empirer la situation. Et ce n'est pas la dernière épidémie en Ouganda et on va en avoir peut-être dans l'avenir. Voici donc la carte pour montrer l'histoire de l'Ebola en Afrique. Vous pouvez donc vous identifier où vous trouvez votre pays et vous pouvez voir l'Ouganda. Nous avons donc des points multiples et nous sommes voisins de la RDC et il y a le bassin du Congo qui a beaucoup de biodiversité et qui a donc mis en place la naissance de beaucoup de virus. Et le premier cas a été détecté au Congo. C'est pourquoi on a nommé ça selon la rivière. C'est comme ça qu'on appelle ça Ebola River virus. Donc, vous voyez, en Afrique de l'Ouest, donc dans toutes ces ceintures-là, nous avons beaucoup de risques. Simplement pour vous donner un peu plus de chiffres qui pourraient donc nous concerner. À gauche, vous voyez que l'Ouganda est vraiment dans la chose, quoi. En tant que pays, point de vue traditionnel, nous mettons beaucoup de ressources de prévention pour ne pas importer l'Ebola du Congo. Cependant, cette dernière fois, nous avons eu donc le cas est commencé chez nous. Donc, c'était en Ouganda cette fois-ci et c'était il y a le jaune, il y a le rouge, il y a le vert, donc au Bundibujo. Et donc le rouge, c'est ça qui nous a concerné récemment, en disant que alors que nous examinons Ebola qui nous vient du Congo, nous avons une menace interne qui peut donc nous donner des changements radicaux au niveau de l'Ouganda, surtout étant donné l'épidémie la plus récente. Et donc, la question que je pourrais poser à tout le monde ici, en se basant sur le risque que je viens de vous présenter, est-ce que vous pensez que votre pays est à risque de ce virus ou non? Est-ce que ce risque à votre pays est interne ou externe? Pas oublier qu'il y a de plus en plus de population, la croissance démographique et on voit donc on s'élargit de plus en plus vers la forêt où il y a des animaux. Donc, même si on examine des causes externes, il ne faut pas oublier que ça peut venir de l'intérieur. Donc, vous pouvez donc répondre dans le chat. Là. Donc, il y a déjà un sondage qui a été envoyé. Vous pouvez donc y répondre. Donc, maintenant, je voudrais donc vous parler de l'épidémie de l'Ebola en Ouganda. Vous pouvez voir que le point initial de cette épidémie, le rose montre, le rouge c'est les décès et donc initialement c'est que Ebola, c'est une personne qui a des signes et symptômes d'Ebola et qui est décédée. On n'a pas eu le temps de diagnostiquer avant l'enterrement. Donc, beaucoup de gens sont décédés pendant presque un mois et demi avant qu'on découvre. Alors, si vous divisez cela par 21 jours, il y a 3 générations déjà de transmission au niveau communautaire. Donc, l'épidémie a été détectée le 20 décembre et donc nous avons commencé des enquêtes là. Donc, vous voyez que les gens qui ont été déployés sur le terrain, ils voyaient des résultats tardifs parce qu'il y avait déjà des infections. Et puis, étant donné le passé récent de l'épidémie d'Ebola, le Rwanda a pu maîtriser
maîtriser cette épidémie en 140 jours. Et cela, c'est grâce à l'efficacité, parce qu'on connaissait déjà la chose, mais il fallait quand même détecter au préalable. Et il y avait de nouveaux cas. Donc, vous voyez ici, il y avait un autre district. La raison pour cette donc, clôture nationale, la quarantaine nationale, on a perdu beaucoup de temps et il y a eu beaucoup de contacts qui étaient déjà éparpillés sur l'ensemble du territoire, quoi. Et après, donc, la détection de l'épidémie et avant la réponse, l'Ouganda fait l'évaluation de risque afin de répondre. Comme vous savez, Afrique, nous n'avons pas suffisamment de ressources, mais telles que nous l'avons vu pendant la flambée de Covid, même dans les pays les plus développés, dans l'événement, dans une épidémie ou une pandémie, on peut avoir vraiment des problèmes liés aux ressources. C'est ce qui s'est passé en Ouganda. Donc, il fallait prioriser les ressources afin donc, de prévenir les épidémies. Alors, il y avait 6 districts. Le premier district qui était à très haut risque et puis le reste des districts n'était pas un très haut risque parce qu'ils étaient proches. Après, il y a eu des flambées à droite, vous voyez la carte. Il y a eu donc d'autres épidémies dans notre district. Vous voyez sur les autoroutes là, c'est comme ça que les gens se déplaçaient. Donc, il y a eu reclassement de districts en 2 catégories. Et il y a des districts qui avaient les premiers cas et puis le reste où il y avait une infection très élevée. Parce que si on ne fait pas attention, là, on peut avoir des problèmes. Je vais regarder au niveau de chaque. La deuxième question que je vais vous poser, c'est que qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire pour détecter, disons, de manière précoce cette maladie? Et quelles sont les réflexions pour la détection précoce? Et est-ce que vous pensez que les, la, 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 vous avez l'expérience donc du Covid. Est-ce que si on dit que voilà, il y a quarantaine au niveau national, est-ce que ça peut aider au niveau régional? Est-ce que c'est efficace ou non? Voilà, donc là, je vous repasse la parole, Angela. Donc, la deuxième série de questions, voilà, la question est là. Qu'est-ce qui pourrait être mieux fait pour avoir, voilà, la deuxième question est là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour détecter de manière précoce cette maladie? Est-ce que vous pensez que des clôtures au niveau national, enfin matures au national des pays, vraiment sont efficaces afin d'éviter ou de contrôler des épidémies? Et voilà. En attendant, question, je continue la présentation. Donc, grosso modo, je vais faire parcourir les chiffres. Récemment, nous avons eu 9 districts affectés lors de cette pandémie, dont 50 personnes sont décédées. Voilà donc les décès confirmés sur les 142 confirmés, cas confirmés. Donc, si vous faites les maths, la fatalité 39% s'est fait voir. Mais Angela, vous dites quelque chose? Vous êtes en train de dire quelque chose, Angela? La personne qui nous a présenté l'étude de cas, il y avait de 20 à 90%. Et c'est étonnant parce que cette fatalité de cas n'était pas aussi fatale
que précédemment. Je pense que cela est aussi issu des études qui ont été collectées. Les différentes espèces d'Ebola peuvent avoir des différents cas de fatalité. Les taux de fatalité, nous avions eu l'Ebola du Soudan et on sait que pour l'Ebola du Zaïre, ça c'est beaucoup plus sérieux. On pourrait avoir des fatalités plus graves. Nous avons eu 87 survivants confirmés. Ils ont passé par l'isolement et ainsi de suite. Et les caractéristiques qui sont sorties des cas que nous avons eus pendant un thème des caractéristiques et des âges. Donc, tous les âges ont été affectés par Ebola. Mais pour cette, le taux de fatalité, nous avons eu 0 à 9, 1, 74 cas de fatalité et puis il y a eu donc de 40 à donc à 50 à 59, 40 à 59, il y avait eu beaucoup de cas de fatalité. C'est très varié. Il faut donc surveiller comment on peut donc, les maladies infectieuses affectent les populations de manière différente. Donc, ce qui est très important de noter pour tout ce qui est cette flambée, comme vous pouvez voir la pyramide à votre droite, c'est que les deux sexes étaient affectés ou infectés de la même manière. Mais la plupart des gens qui ont été affectés, c'était les gens âgés entre 20 et 40 ans. C'est vraiment eux qui étaient en tête de cette épidémie. Donc, Angela, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment au cas où il y ait des points d'interrogation. Donc, en termes de caractéristiques temporaires, on n'a pas détecté de manière précoce cette maladie. Il y a eu beaucoup de décès avant qu'on se rende compte de ce qui va se passer. Je vous en parlerai davantage plus tard. Donc, si vous voulez parler de cette courbe épidémiologique, ou disons épidémique, c'est 40 à 59 qui sont infectés. Cependant, plus tard, comme je vous ai dit, cette épidémie était donc gérée par les personnes âgées entre 30, 20 et 29. Vous voyez, ça peut être très, très intéressant chez les femmes. Avant, la plupart de nos cas étaient des femmes, comme vous pouvez voir à droite. Et puis après, le groupe des hommes ont aussi augmenté. C'est parce que c'est les femmes qui s'occupent des malades. C'est vraiment les prestatrices, les prestataires de services en première ligne, mais nous avons vu de plus en plus des hommes qui sont infectés, surtout entre 20 et 29. Ça, c'est parce que c'est ces gens-là qui participaient au transport, au déplacement des malades. Par exemple, nous avons des boda-boda, des mototaxis. Donc, la majorité, c'est des jeunes. Donc, surtout en déplaçant des malades ou en déplaçant des corps, des personnes décédées. Et la plupart du temps, même, les corps sont transportés sans bien les préserver. Donc, 70%, nous avons des hommes qui ont décédé également. En termes de la distribution régionale, je vous ai déjà parlé de l'épicentre. Ça a commencé au district de Mubende et ça revient à la question de William. La difficulté
affecté voire le cas d'Antis, comme vous avez vu dans les documentaires, dans ce qui était épidémie en Afrique de l'Ouest. Si vous ne détectez pas de manière précoce, tout le monde va mourir au départ. Et chez nous, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait ce problème et on s'est rendu compte plus tard. Donc, si vous n'avez pas si vous n'avez pas fait votre travail, vous ne saurez pas, parce que les gens sont déjà décédés. Ça s'est passé à Mobende rapidement. C'est venu dans d'autres districts limitrophes de Kassanda, Tchekekwa. Et puis, étant donné que les gens sont déplacés, il y en a qui sont venus à Kampala, dans la capitale, et il y en a qui sont allés jusqu'au district de Jinja. Donc, c'était assez particulier parce que ça suivait les routes principales dans le pays. Donc, je vais vous présenter ce diapo et puis je vais répondre aux questions. Alors, je vais vous en parler davantage plus tard, mais il faut que j'en parle maintenant. Et Ebola est propagé, c'est une maladie transmise. Donc, vous avez c'est vraiment tracer des contacts. Les personnes qui sont exposées, il faut les isoler pour éviter davantage de transmissions. Lors de cette épidémie, nous avons pu donc tracer les malades. Daniel, Angela, je vous écoute. Oui, merci beaucoup. Cette interruption. Il y a des questions et réponses. Il y a une question de Agré qui dit que c'est une question est-ce qu'il y a eu documentation des signes et symptômes de ces 20 personnes décédées ainsi que d'autres membres communautaires? Est-ce que nos registres, est-ce que nos patients, est-ce que les registres, est-ce que les responsables de santé, qu'est-ce qu'ils font là-dessus? Est-ce qu'ils font ça de manière régulière? Ça, c'est une des questions. Et l'autre, ça vient de Boniface depuis plusieurs minutes. Boniface, posez votre question. Et puis, donc, le spécialiste en la matière va vous répondre. Merci, la présidente. J'espère que vous pouvez m'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Je m'appelle Boniface Owelo, je viens du ministère de la Santé du Kenya. Nous apprécions cette vraiment plateforme. On partage les idées, ça c'est très intéressant. Et je tiens aussi à vous remercier, les deux présentateurs, parce qu'ils ont fait une présentation bien détaillée qui nous aide à maîtriser l'épidémie ou l'évolution de cette épidémie en Ouganda. Première question, le dernier cas est confirmé, le 152e cas. Il y avait des gens qui disaient que c'était un bébé, il s'agissait d'un bébé mort-né. Qu'est-ce que la transmission, comment le bébé à l'intérieur de sa maman a été infecté par la maladie d'Ebola? De un. De deux, de ces 20, quelque chose d'essais et de manière rétrospective, vous savez que cette épidémie est arrivée un peu précoce. Est-ce que la majorité de ces cas venaient de Mobende ou bien il y a eu d'autres origines des cas? Est-ce que vous pouvez raccourcir la question, s'il vous plaît? Et comment cette information peut être comparable à ce que nous savons déjà sur ce qui se passe concernant cette maladie d'Ebola?
Merci. Angela, est-ce que je peux répondre? D'autres questions? Daniel, c'est Sam. Donc, il y a aussi des questions. Il y a aussi des questions dans le chat. Donc, on va répondre là-dessus avant de continuer. Merci concernant ces questions. Je suis vraiment ravi parce que ça montre que les gens suivent les cas probables. Les cas probables, on ne peut les identifier que si vous faites des recherches actives des cas. Et c'est comme ça que vous pourrez savoir que ces personnes qui sont décédées, c'était des contacts de ces personnes et ils avaient et les gens sont décédés avant de prélever des échantillons. Donc, il y avait des enquêtes, des investigations de cas, donc des vents décédés étaient liés au décès précoce. Deuxième question, est-ce que vous pensez que les restrictions frontalières peuvent aider? Nous, on ne peut pas pointer de doigt. La première infection, c'était importation de la RDC, alors que le cas le plus récent, c'était un problème interne. Et donc, même si vous fermez les frontières, c'est si vous avez une épidémie active. Alors, nous, il y a eu un comité interministériel, donc tous les ministres étaient facilités par l'OMS pour établir des stratégies sur comment les pays limitrophes pouvaient donc partager des informations régulières. Et c'est comme ça que c'est selon ces plateformes que l'Ouganda a pu détecter le dernier cas, le 142e. Donc, on a pu communiquer le mouvement de nos cas pour éviter à ce que les cas soient exportés dans notre pays. Et c'est ça qui se passait. Et c'est pourquoi, et c'est donc grâce à l'esprit de ce partenariat international. Donc, les pathogènes dangereux donc, peuvent être contrôlés de manière interne. Donc, il faut améliorer la surveillance et surtout le partage des informations. Le dernier cas d'épidémie, oui, on peut revenir. Les pick-up, là, c'est vraiment, c'est comme si on avait une autre flambée. Mais il y avait un nouveau, un mort-né et cette femme-là était partie dans la communauté, elle était déjà positive. Ça peut être transmissible, c'est transmissible de la mère à l'enfant. Malheureusement, cet enfant est décédé et il a été, donc l'enfant a été testé. C'est comme ça qu'on a eu le dernier cas donc détecté. La dernière question, c'est comment la surveillance est faite. Donc, tous ces décès probables étaient au niveau de Mubende. Cela pointe que vraiment l'épicentre de cette épidémie, c'était Mubende. Et toutes les équipes épidémiologistes continuent à faire des recherches pour en savoir plus quant à l'origine de cette épidémie. Mais nous, on est sûr de l'origine, c'était Mubende. Donc, je vais continuer avec la présentation. Je vais répondre en continuant. J'expliquais qu'à un moment donné, lorsque on a eu des contacts à d'autres districts, il y a des contacts qui sont allés jusqu'à Kampala parce qu'ils veulent chercher des meilleurs soins de santé.
j'ai souligné le fait que cela est très dangereux. Avoir les cas d'Ebola et vous ne pouvez pas expliquer ce qui s'est passé. Voilà comment nous avons eu les cas à Kampala alors que nous ne pouvons pas expliquer. Alors, nous avons dû déployer les efforts pour suivre tous ces cas à 100%. Voilà pourquoi plus tard, le suivi est retourné à 100%. L'autre question que je peux vous poser encore une fois, c'est qu'en fonction des caractéristiques démographiques que j'ai exposées, ça a commencé par les femmes et puis les hommes, mais principalement, c'était une tranche d'âge 30 à 40 ans. Comment est-ce qu'on peut suivre ces cas à 100%? Parce que vous savez que ces classes démographiques disposent de comportements différents et nous devrons connaître ces comportements afin de bien pouvoir ces cas. Alors, les collègues vont nous expliquer. Voilà pourquoi je vais vous présenter un aperçu sur les chiffres en Ouganda, les statistiques en Ouganda. Maintenant, je vais parler de la prise en charge. En Ouganda, une fois une épidémie est détectée, pour vous rappeler ce que l'intervenant précédent vient de dire, en Ouganda, il s'agit de la politique. S'il y a une épidémie, et le directeur général des services de santé, ministère de santé, qui est responsable d'annoncer cette épidémie. Et ce directeur général est le président de l'équipe du travail national qui réunit plusieurs parties prenantes, y compris les partenaires, les ONG, départements du gouvernement, services du gouvernement et ministère de la santé. Et une fois cela se passe, en se référant aux épidémies précédentes, directeur des services de santé avec le ministre, représentant de l'OMS et d'autres partenaires annoncent en tant qu'équipe. Cela est très important pour le public parce qu'ils peuvent croire le message que vous communiquez, mais aussi s'assurer également qu'il y a des messages qui continuent à sortir. Mais lors de ces épidémies, les messages sont mélangés et puis on peut bien, euh, on peut facilement rater les réponses. Donc, cette équipe de travail doit se réunir avec tous les partenaires, mais aussi il y a le système de gestion d'information et qui est responsable des opérations journalières et c'est institué et en tête, il y a un commandant, il y a plusieurs piliers. Cela peut varier en fonction de l'épidémie, mais aussi de la structure politique, des juridictions différentes. Mais ici en Ouganda, ce système de gestion en fonction de l'épidémie, par exemple, pour le cas d'Ebola, il y avait la prise en charge, surveillance, communication, coordination, logistique, l'eau, salubrité, services de laboratoire, études écologiques. Donc, continuité des services écologiques est un nouveau département. Très important. L'autre chose que vous pouvez avoir vu à la télévision nationale, la plupart du temps, on voit le président, son Excellence, qui parle pour donner, par exemple, les directives, parce qu'au niveau de l'équipe du travail national, le président et les ministères responsables doivent prendre les décisions. Comme vous savez, la gestion des épidémies est assurée par les politiques, parce que vous savez que dans la politique, il s'agit de la gestion de la société, parce que c'est eux qui sont responsables de tout ce qui se passe dans la communauté. Voilà pourquoi nous avons cette structure. Dans cette photo, il s'agit de ce que je viens de vous parler. On parle de la communication de l'épidémie à partir de Mobende, par exemple, en vert, le ministère de Santé, et puis il y a le représentant de l'OMS en Ouganda,
Il y a également d'autres partenaires, il y a secrétaires permanents et ainsi de suite. Voilà les équipes qui communiquent les stratégies et au public pour s'assurer que les messages sont bien communiqués. Donc, ce pilier combine la mobilisation des ressources. Comme vous savez, les ressources sont nécessaires lors des épidémies. Donc, cela peut, la mobilisation de ces ressources est effectuée par tous ces piliers-là. L'un des piliers très importants dont j'ai parlé aussi, c'est la surveillance. À cause de le caractère unique d'Ebola, la surveillance est divisée en plusieurs catégories. Par exemple, pour fournir les informations en temps utile pour permettre que l'on prenne les décisions, qui est responsable de quoi. Par exemple, en Ouganda, selon l'expérience de la COVID-19, nous avons la surveillance, point d'entrée, et puis gestion des alertes, suivi des contacts, et puis les structures de santé qui s'est présentée à la structure de santé qui est dans la communauté pour s'assurer que dans tous ces systèmes, vous pouvez suivre toutes les personnes qui sont malades et les mettre en isolement. Donc, la seule façon de prévenir les transmissions, c'est d'isoler les gens qui sont exposés, qui présentent les symptômes. Mais aussi, nous pouvons parler de quarantaine. Comme vous savez, quarantaine, il s'agit d'une personne qui n'a pas présenté des symptômes, mais vous pouvez déjà identifier cette personne comme étant une personne très risquée. Donc, vous le mettre quelque part, vous le mettez quelque part pour les suivre. Cela a été également effectué lors de l'épidémie d'Ebola et certains cas qui ont été détectés en Kampala et qui ne présentaient pas des symptômes. Quand on les a mis dans le quarantaine, ils ont présenté les symptômes et on a pu assurer la prise en charge. Voilà les choses que nous avons pu apprendre lors de la COVID-19 et nous les avons également appliquées lors de cette épidémie d'Ebola. Et puis, lors des interventions, la toute première chose, on aimerait faire la prise en charge et puis et aussi essayer d'aider les gens à survivre. Il y a également la détection des cas et la prévention. Comme vous savez, en 2000, Ebola a touché beaucoup de gens parce que il y avait les infections, par exemple, chez les travailleurs de santé, et puis de cela vers les malades, et ainsi de suite. Et le cycle a continué. Je crois que vous avez déjà vu dans les médias comment les communautés ont exhumé les personnes enterrées et ainsi ont propagé cette épidémie d'Ebola. Voilà, ils ont exhumé la personne. Comme la COVID-19, l'Ebola présente des problèmes mentaux. Donc, le service psychosocial doivent être fournis, mais aussi la nutrition parce que vous mettez beaucoup de gens dans le quarantaine, en isolement. Et évidemment, vous devez les donner des régimes très importants qui vont les aider à survivre. Mais il y a aussi beaucoup de logistiques qui sont nécessaires pour la prise en charge, la communication et ainsi de suite. Merci. J'ai parlé des logistiques. Vous devez connaître les chaînes de valeur. Par exemple, lors de la COVID-19, parce que le monde entier était touché par plusieurs défis. Il y avait des ruptures de stock, mais parce que tout le monde luttait pour avoir ces logistiques. Donc, cela a posé des défis. Vous pouvez voir même le temps qui était fourni par
World Food Programme, qui dispose de la capacité d'avoir les entrepôts où vous pouvez mettre tout ce matériel lors d'une épidémie. Donc, la coordination de cela est très importante. Donc, cela est assuré par la gestion de ces fournitions. Comme vous savez, il y a même, c'est nécessaire de transporter les biens sur le terrain. J'ai parlé de l'entreposage, stockage, la distribution, la communication de l'épidémie, la création des centres d'opération et puis logistique et sécurité. Comme vous pouvez, tout cela constitue tout le budget de la réponse. Un autre pilier très important euh, qui peut aider à prévenir l'épidémie, c'est la communication du risque. Vous devez communiquer des bonnes communications aux gens. Vous devez engager les parties prenantes. Si les parties prenantes ne sont pas convaincues, cela veut dire que vous avez déjà raté cette épidémie. Et puis, renforcement des capacités, par exemple, pour les communautés, structures de santé, les médias sociaux. Je crois que vous avez vu la communication de tous les messages importants dans les médias sociaux. Et on doit s'assurer que toutes les informations communiquées viennent des sources très sûres. Et ce qui est très important, c'est que les communautés doivent être impliquées dès le début parce que c'est eux qui savent qui était exposé, qui est décédé d'abord. Vous utilisez les plateformes différentes, par exemple, les structures des districts et les groupes de travail au niveau des villages et puis les comités intersectoriels où les gens partagent des informations. Encore une fois, l'un des piliers qui était créé suite à la surveillance, c'est le pilier SIRI, information stratégique et la recherche et innovation. Je m'excuse d'avoir parlé de la COVID-19 tout le temps, mais c'est l'expérience la plus récente dont tout le monde se souvient. Donc, nous avons regardé, nous avons vu à la télévision comment la Corée, par exemple, du Sud a utilisé la technologie et puis poursuivre les gens. Et puis lors de la COVID-19, on a eu beaucoup d'innovation. Les gens ont utilisé les informations pour faire la communication. Donc, en tant qu'équipe de réponse, nous devons bien réglementer ce domaine où tout le monde ne doit pas utiliser n'importe quel outil. Sinon, les gens peuvent les utiliser pour communiquer des outils ou bien parler des outils qui risquent de propager des maladies. Donc, il y a l'outil de la gouvernance, par exemple. Tout ce qui est utilisé lors de l'épidémie doit être approuvé par le ministère de la Santé et d'autres partenaires. Numéro 2. Et puis, il faut renforcer les capacités pour l'analyse et visualisation pour les réponses. Parce que vous savez que l'utilisation de ces données doit diriger l'épidémie, qui est affectée ou quand on peut répondre à toutes ces questions si on fait une bonne analyse des données. Et évidemment, tout cela doit être développé. Et c'est les données qui constituent un élément très important. Et puis, mettre en œuvre les systèmes intégrés. Encore une fois, j'en ai parlé. Ces systèmes ne devraient pas être parallèles. Ça peut être différent dans les pays différents, mais en Ouganda, nous essayons de développer cela comme l'un des domaines très importants. Comme vous pouvez voir dans les graphiques suite à cette réponse, et cela a été une photo qui a été prise lors des interventions, s'assurer que toutes les décisions prises sont basées des preuves. En conclusion, vous devez conclure, Daniel. On n'a pas beaucoup de temps. Ça, c'est l'avant-dernière diapositive. J'ai déjà parlé de la continuité des services essentiels. Comme vous savez, à cause des confinements, on peut accélérer la mortalité maternelle à cause d'autres émergences médicales. Donc, à cause de cela, toute réponse
aura un pilier pour s'assurer que, alors qu'on va en avant pour répondre contre Ebola, il y a d'autres maladies comme le paludisme et puis santé maternelle sont également respectées parce que lors de l'épidémie d'Ebola, il y avait également l'épidémie du paludisme. Donc, tous ces piliers doivent bien fonctionner. Dernière chose, c'est des enquêtes parce que tout le monde aimerait savoir d'où vient cette épidémie. Si ça vient des sciences et ainsi, nous avons tous ce pilier qui bat des études écologiques et maintenant nous avons même impliqué des séquences génomiques pour s'assurer que si nous pensons que nous avons trouvé la source, cette source est-elle liée génétiquement au réservoir? Voilà les études déjà en cours. La toute dernière question que je vais poser est, ces piliers de réponse sont-ils applicables à votre pays? Quel est le pilier important qui manque et qu'on aurait bien utilisé pour bien répondre à cette épidémie? En une minute, je tiens à conclure. Ce qui est très important pour chaque pays, ça c'est les directives de l'OMS. Et pour lutter contre l'épidémie, on doit identifier, suivre Ebola et puis assurer qu'il y a de respecter la salubrité, l'hygiène et puis la prise en charge est également un autre élément très important, par exemple les soins médicaux et ainsi de suite, et s'assurer que les services essentiels sont effectués et puis devons s'assurer qu'il y a la fourniture de matériel important, prévenir les épidémies, surtout pour les pays qui ne sont pas encore touchés. Voilà pourquoi les plateformes sont très importantes, parce que là, on partage les informations transparentes avec les voisins, afin que s'il y a des contacts qui sont dans ces pays, on peut bien les suivre. C'est la fin de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté et maintenant, je suis là pour répondre à la question. Merci beaucoup, Daniel, pour cette très bonne présentation. Mes chers collègues, permettez-moi de remercier notre SME pour cette bonne présentation. Nous allons avoir un lien d'évaluation en français et en anglais. Veuillez cliquer sur le lien pour faire cette évaluation. Et après cela, nous allons vous donner l'attestation. La session suivante va être coordonnée par M. Serma Lohanduti. Il va être très bref et après cela, nous allons conclure notre session. Samuel, à vous. Merci beaucoup, Angela. Je vais commencer par remercier notre intervenant Daniel et Justin pour l'étude des cas. Permettez que je commence par demander à Daniel de répondre aux questions en une minute. Daniel, qu'est-ce que vous pensez des réponses qui ont été fournies concernant les questions que vous aviez projetées? Merci beaucoup, Samuel. C'est juste apprécier le participant, les stratégies d'Ouganda, mais je vois que les participants sont en train de réfléchir pour savoir comment cela est applicable à leur milieu. Et c'est très important de continuer à y réfléchir parce que toute épidémie, comme vous pouvez voir, est différente. Cette épidémie va être très différente de la prochaine, mais les principes restent les mêmes. Voilà ce que je voulais souligner. Merci beaucoup, Daniel.
Vous savez, nous avons plusieurs questions au niveau du chat. On aimerait utiliser 2-3 minutes pour avoir des réponses concises. Je crois qu'il y a 6 questions, donc je vais vous donner 3 minutes pour y répondre. La toute première question était posée par Pasquale Bresserassi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Veuillez éteindre votre micro. Une question posée par Aswan de Blé-Selassie. Il demande, est-ce qu'on peut, vous pouvez contrôler Ebola pour ne pas revenir en Ouganda? Concernant, je crois que bon, cela, taux de fatalité 50%, qui sont les plus touchés, les facteurs de risque pour, par exemple, les décès qui sont. Et il y a Kébédé également qui a posé la question, pourquoi est-ce que Ebola demeure une maladie préoccupante, particulièrement dans plusieurs pays d'Afrique? Quelle est l'approche que l'on peut utiliser pour lutter contre cette maladie? Daniel, je vous donne 3 minutes pour répondre à ces questions et après, je vais vous donner d'autres questions. La toute première question, comment contrôler les épidémies dans l'avenir? C'est juste en améliorant les capacités pour détecter ces maladies. Bon, évidemment, nous ne pouvons pas les arrêter complètement parce qu'ils peuvent être même propager des animaux vers les humains. Donc, taux de fatalité de plus de 50%. Je peux parler des facteurs de risque. Je sais que plusieurs personnes mènent des études et vous allez trouver cela, vous allez trouver des publications là-dessus très bientôt. Mais d'après ce que je viens de décrire, les enfants en dessous de 9 ans ont connu des taux de fatalité jusqu'à 70%. Alors, pourquoi est-ce que cela a eu lieu encore? Il y a des études en cours qui vont y répondre. Pourquoi est-ce que cela constitue un cas d'émergence en Afrique à cause des interactions accrues entre nous et les animaux? Il y a de reboisement, évidemment, en Afrique. Il y a des pratiques où des gens continuent à interagir avec ces animaux. Donc, nous ne pouvons que améliorer l'approche One Health pour s'assurer que les gens arrivent à détecter tout cela assez tôt. L'autre chose, c'est le changement climatique. Comme vous savez, nos communautés agricoles s'approchent de ces animaux à cause des moyens d'approche. Donc, One Health Approach constitue la solution. Sam, j'espère que j'ai bien respecté le temps que vous m'avez consacré pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Daniel. Une autre série de questions. Agré a posé une question sur des vents d'essai probables. Est-ce qu'on a documenté les signes, symptômes de ces 20 personnes et d'autres membres de la communauté? Elle dit qu'elle pense on enregistre, par exemple, au niveau des laboratoires et puis des travailleurs. Est-ce qu'on a fait tout cela au niveau des structures de la santé pour documenter les symptômes et les signes? Et Diane Kinski pose la question, est-ce que vous pensez qu'on pouvait accroître le suivi des contacts lors de cette épidémie? Il paraît que plus de 30% de ces patients n'ont pas été suivis. Est-ce que vous pensez que c'était possible d'accroître le suivi de ces contacts? Lodia Zwambe, quelle est la meilleure façon d'aborder
des quarantaines sans les rendre, sans les amplifier. Daniel, encore une fois, je vous donne 3 minutes pour répondre à ces questions avant de continuer. Merci, Agré. Encore une correction concernant les décès. Ils étaient 22. Comment est-ce qu'ils ont été documentés? Comme vous savez, il y avait la recherche des cas. Cela ne se passe pas à beaucoup de structures de santé. Évidemment, il y a des registres où on peut trouver les gens qui présentaient les signes, symptômes d'Ebola et le résultat final. Évidemment, la recherche est descendue même au niveau des ménages où les gens sont décédés sans se présenter aux structures de santé alors qu'ils avaient les symptômes et les signes d'Ebola. Évidemment, nous connaissons les défis concernant la documentation au niveau des structures de santé ruraux, évidemment. Mais juste pour clarifier, la plupart de ces décès ont lieu au niveau des structures de santé privées. Et puis, pour répondre aussi à la question précédente, pourquoi est-ce que les gens préfèrent se consulter les arboristes? Les gens ont leurs propres préférences en fonction de leur milieu culturel, parce que au centre de l'Ouganda, il y a beaucoup de gens qui croient aux arboristes. Alors, ce sont les domaines où nous menons la recherche. Est-ce qu'il y a moyen d'accroître le suivi de ces cas? Oui, évidemment, en collaborant avec les communautés, parce que c'est les communautés qui sont responsables. Au départ, il y avait des familles qui ne voulaient pas déclarer ces cas. Mais en utilisant les psychologues, les anthropologistes, ils ont pu s'ouvrir pour nous révéler les contacts, nous exposer ces contacts. Donc, l'implication de la communauté constitue un élément très important si nous devons suivre ces cas. Et comment est-ce que nous pouvons aborder la question des quarantaines, l'isolement, s'assurer que l'IPC soit lancé, qu'il n'y a pas de contamination entre les segments différents, et puis la gestion des groupes différents. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive, il ne doit pas être mélangé avec les autres qui vont bientôt terminer leur séjour dans les quarantaines. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Maintenant, je vais vous demander à applaudir Daniel pour les réponses et la présentation. Merci Daniel, merci Justine pour la présentation et d'avoir partagé votre expertise. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui applaudissent. Avec suite aux réponses données par Daniel et Justine, nous arrivons à la fin de cette session. C'est la première session. Nous tenons à vous remercier d'avoir consacré du temps à participer à cette session. Je vous encourage à cliquer sur le lien pour répondre aux questions d'évaluation afin que vous puissiez avoir le certificat d'attestation. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par le biais de cette adresse email. Nous allons vous lier avec les experts qui vont répondre à vos questions. Notre session suivante va avoir lieu dans un mois. Ce sera le dernier mercredi du mois de février. Permettez-moi de vous rappeler encore de participer à cette évaluation afin que nous puissions améliorer nos sessions dans l'avenir. Je vous rappelle également que ces ressources vont être partagées avec vous par courriel et également nous allons vous donner, vous communiquer la date et l'heure de la session suivante. One Health Work Academy, si vous voulez être formé ou bien avoir des renseignements complémentaires sur les enquêtes, nous avons des formations. Il y a un lien au niveau des chats. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur ce lien pour vous inscrire afin que vous puissiez participer à cette formation.
Vous pouvez cliquer sur ce lien et puis commencer à les formations qui sont disponibles données par Forum. Enfin, je voudrais partager une annonce. Je tiens à apprécier mes collègues d'autres pays afro-ouest, le Sénégal, la RDC. Nous avons de l'Ouganda, Angela a fait un travail formidable, à présider cette séance, ainsi que d'autres collègues qui ne sont pas venus assister à cette séance. Il y a une dizaine de pays en Afrique centrale et de l'Ouest. J'apprécie toute l'équipe technique et le réseau à Forum. Je ne vais pas oublier d'apprécier notre équipe de ECO, Utah, Team et d'autres membres de l'équipe qui ont travaillé. Donc, ECO Team, merci beaucoup pour nous avoir organisé cela. Participants, mesdames et messieurs, cela ne pouvait pas être possible si vous n'aviez pas participé. Donc, même si, étant donné que vous êtes venus, j'espère que ça a ajouté de la valeur aux participants et les membres de la communauté de pratique et de praticiens. Merci d'avoir participé à cette séance et continuons à participer pour qu'on puisse y apprendre des uns des autres et pour que donc on applaudisse toutes et tous. Nous apprécions donc le secrétariat pour nous avoir donné le soutien et ainsi que l'USAID qui nous l'a rendu possible d'organiser cette séance. Je tiens donc à les apprécier également pour nous avoir rendu ceci possible. Il est donc 3 minutes passées de 6 heures, donc excusez-nous pour avoir dépassé. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous attendons dernier mercredi du mois de février. Les évaluations les liens sont dans le chat. Et puis, il y a aussi des formations supplémentaires et si vous en avez besoin, essayez donc de vous former le plus possible. Encore une fois, merci. Si vous avez davantage de questions, envoyez-les par email et on va les partager avec les experts en matière. Et puis, on va partager tout le reste par email. Je vous souhaite tous une bonne soirée, bonne journée selon où vous êtes et nous aimerions développer cette communauté de praticiens pour pouvoir partager des expériences et des connaissances partout dans le pays où nous sillonnons pour que nos communautés puissent bénéficier. Sur ce, au nom de l'équipe ayant coordonné cette séance, au revoir et à la prochaine, mesdames et messieurs.